Alors j'ai intitulé aujourd'hui ma communication « La présomption de l'autorité scientifique au regard de théories controversées ». J'ai décidé d'écrire ce texte après une longue réflexion concernant des problèmes fréquemment abordés de nos jours, autant sur Internet que dans les conversations familiales ou sociales de proximité. Oui, car contrairement à ce que pensent certaines de nos élites, il y a plus d'intelligence qu'ils ne le croient dans les milieux populaires. Nos débats portent sur la crédibilité des sciences en général, mais surtout celles dites non humaines ou non sociales, sciences qu'on qualifie souvent et parfois à tort de sciences dures. Rappelons qu'on nomme à l'université les sciences dures celles qui reposent sur des théories avérées, des théorèmes démontrés, des expériences 100 fois répétées avec le même résultat, et qui font leur objectivité. Vous l'avez compris, c'est de physique, de mathématiques, de chimie et de biologie dont il est question. Les sciences humaines, elles, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, la linguistique, l'économie même, sont dites molles puisqu'elles reposent sur des postulats subjectifs. Mais alors, dans quoi peut-on classer la vulcanologie, la climatologie, l'écologie et surtout l'épidémiologie? Alors cette dernière, on en parle beaucoup depuis 2 ans, depuis que ce maudit coronavirus SRAS, qu'est-ce que ça veut dire SRAS? C'est le sigle de syndrome respiratoire aigu sévère. Eh bien, il sévit sur toute la planète et véritablement nous en... J'allais dire un gros mot comme un représentant actuel de la République. Nous embête l'étude de la multiplication des microbes, comme d'ailleurs celle des débuts de la vie, et son développement extraordinaire, repose sur des lois biologiques. L'étude des volcans en activité, comme celle du climat, repose sur des lois de physique générale. Peut-on pour autant parler, à leur propos, de sciences dures, tant les prévisions qu'on en tire apparaissent aléatoires? Que ce soit sur le climat et le fameux réchauffement climatique, ou sur les éruptions volcaniques, si difficiles à prévoir, et encore plus sur la pandémie actuelle, les discussions sont souvent âpres entre les tenants purs et durs du conformisme aux règles scientifiques reconnues par la doxa et les soi-disant complotistes qui, selon les premiers, disent n'importe quoi. Est-ce que la frontière entre eux est aussi tranchée? Pourquoi refuser le débat? Il apparaît en effet qu'il est beaucoup plus facile de fixer la trajectoire de n'importe quel corps céleste, naturel, astres et planètes, même très éloignés, et cela des années, voire des siècles à l'avance, que de prévoir assez tôt une éruption volcanique sur Terre, ou bien la météo du quotidien et des années à venir. Dans ces deux cas, c'est pourtant bien de sciences physiques et mathématiques, d'observations nombreuses, telluriques et atmosphériques, dont tout cela dépend. Sciences dures incontestables, avec des précisions souvent inverses des événements. On pourrait en douter. Combien de fois l'Observatoire volcanologique de la plaine des Cafres, à l'île de la Réunion, a-t-il annoncé l'imminence d'une éruption de la fournaise qui n'a pas eu lieu? Combien de fois les services de la météo locale ont-ils prévu pour le lendemain des pluies intenses qui ne sont pas venues?
ou n'ont pas vu venir une simple dépression. Bien entendu, il n'est pas question de porter une accusation contre les employés qui doivent faire leur métier comme on leur a appris. Mais il me semble aujourd'hui que la science, ou plutôt la plupart des sciences, sont devenues des doctrines qu'on ne peut critiquer au risque de se faire affubler de l'étiquette complotiste. Et pourtant, n'est-il pas dans la nature même du chercheur de devoir toujours être sceptique, même envers ses propres convictions? Sans quoi ne finit-il pas par retomber dans l'orthodoxie de la connaissance infuse, dont l'éclosion de la vraie science a souffert si longtemps? Le professeur Raoult déclarait récemment à propos des questions posées par les climato-sceptiques « Je suis sidéré qu'être sceptique soit une insulte ». Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, 1788-1860, aurait écrit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Alors on dit aujourd'hui que ce ne serait pas de lui. Peu importe, cette phrase a bien été pensée par quelqu'un d'intelligent à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. À quoi faisait-elle allusion? Au millénaire d'obscurantisme religieux, affirmant que la Terre était immobile, placée au centre de l'univers, que les êtres humains, comme toutes les autres formes de vie sur Terre, venaient d'être créés. Il y avait à peine 6000 ans, par Dieu, et que celui-ci régissait encore chaque événement heureux ou malheureux dans le monde, et dans le moindre détail. Alors bien entendu, pour calmer le courroux possible de l'Éternel, il fallait alors se confesser des fautes qu'on avait commises, et pour cela s'en remettre aux prêtres. Ceux qui contredisaient cela étaient des hérétiques condamnés à l'Inquisition, parfois, très souvent, à la torture et au bûcher. Et pourtant, c'est au sein de l'Église chrétienne que s'élevèrent des voix discordantes. La première fut celle de Copernic, qui prudemment ne publia pas ses thèses astronomiques anti-ptoléennes. Ptolémée était un grec de l'Antiquité qui prétendait que la Terre était immobile au centre du système solaire, idée défendue par l'Église. 100 ans plus tard, le moine Galilée reprenait les doutes de Copernic. Et pour éviter sa condamnation, il dut prononcer à genoux devant le pape l'adjuration de sa thèse du mouvement de la Terre autour du Soleil. En se relevant, il aurait dit à voix basse, et pourtant, elle se meut. Combien de scientifiques novateurs ont été ridiculisés, bafoués, condamnés, parce qu'ils divulguaient des idées nouvelles, novatrices. Il fallut attendre le XIXe siècle, voire le XXe parfois, pour qu'elles soient acceptées et enseignées. Notons au passage que certaines de ces thèses restent encore à l'état hypothétique, hypothèse vraisemblable certes, mais non prouvée définitivement. Les créationnistes qui contestent la théorie de l'évolution, et dont je ne partage pas du tout le point de vue, apportent souvent des arguments troublants pour tenter de prouver qu'ils ont raison. Alors, si on a eu tant de mal à faire admettre des vérités scientifiques à cause de doctrines religieuses, pourquoi retomber dans l'endoctrinement, cette fois scientifique?
Méfions-nous. Ce qui apparaît comme une vérité avérée aujourd'hui peut très bien devenir une contre-vérité demain, au fur et à mesure de l'avancée des recherches. Dernièrement, je découvrais sur YouTube la longue interview d'une mathématicienne physicienne indienne qui disait que ce qu'on appelle des virus, entités vivantes plus ou moins autonomes puisque les virus se propagent, pouvaient très bien être autre chose d'interne, des sortes d'humeurs produites par des cellules elles-mêmes, les microzymas, qui auraient brusquement changé de fonction. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet que je ne connais pas. Mais par qui ont été observés les microzymas? Par un savant français, Antoine Béchamp, à la fin du XIXe siècle, qui fut le grand rival de Pasteur. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques aujourd'hui accusent ce dernier d'avoir plagié les travaux de Béchamp, tout en niant ses découvertes. Pasteur aurait même avoué sur son lit de mort « Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Et désormais, 100 ans après, on sait que Pasteur n'a pas inventé le vaccin contre la rage ou celui contre le charbon bactérien. Ce n'est même pas lui qui a mis au point la technique courte de stérilisation qu'on appelle à tort la pasteurisation. Où je veux en venir? À dénoncer les doxas de tous ordres qui se sont formés ces dernières années et se prolongent dans des réseaux d'influence qui empêchent, surtout médiatiquement en refusant tout débat, des expressions différentes, jugées non conformes et insoumises. Cela ne concerne pas que la science, mais également la culture et les arts, et même les mouvements humanistes et philosophiques. Vouloir imposer aux autres ses propres convictions, avec autorité et sans partage, c'est ainsi que sont nés et se sont maintenus les pires régimes de gouvernement au siècle dernier. Et de nos jours, qui dirige l'autorité scientifique, si ce ne sont les gouvernants? On le voit quotidiennement en matière de santé publique. Les ministres ne font que répéter, disent-ils, les directives du Conseil scientifique, qui a fixé les chiffres de la propagation de la pandémie et préconise les mesures à prendre pour l'enrayer. Chiffres et mesures que le gouvernement lui a imposés préalablement. La boucle est bouclée, le cercle est fermé. Ceux qui n'en font pas partie sont forcément des charlatans, des huluberlus, des illuminés, des complotistes. Ben tiens. Dans un article du journal Le Monde du 2 avril 2021, Emmanuel Damblon, professeur de rhétorique et d'argumentation à l'Université libre de Bruxelles, regrette qu'il n'y a plus de chercheurs ni de journalistes qui peuvent prétendre tracer une frontière étanche entre ce qui relève du conspirationnisme et ce qui n'en est pas. Aujourd'hui, la différence entre l'esprit critique nécessaire en démocratie et le complotisme est impossible à appréhender, ajoute-t-elle. Eh bien, on peut logiquement se demander la faute à qui? Si les scientifiques qui ont la parole dans les médias officiels acceptaient de confronter leurs opinions avec celles qui leur sont contraires, on pourrait faire la part du vrai et du faux. Oui, mais voilà, même s'ils en avaient l'intention, ils n'en ont pas le droit. Je crois qu'ils nous prennent un peu pour des gamins, m'avait dit l'an dernier un vieil ami breton, né en 1945 à la Chapelle-Launay, dans le village de La Berthelay, là où se trouve désormais le centre historique et culturel Damien Loïc Aupier. Il a raison, assurément.
Mais le peuple, les peuples, ne peuvent être infantilisés sans un retour de bâton pour ceux qui les gouvernent. Tous leurs excès d'orgueil, de Napoléon à Hitler, ont fini lamentablement. Le passé ne servira-t-il donc jamais pour calmer les hommes rêvant de pouvoir ?